vous de bienvenue dans notre institut à l'occasion de la 9e édition de ce qui désormais peut être appelé traditionnel ou alors tradition dans notre institut, les cafés philosophiques ou le café philosophique. Chaque année, nous nous attardons sur un thème année que nous définissons en fin d'année avec le conseil scientifique pour le proposer comme vecteur de la réflexion pour l'année académique à venir. Et justement, vu l'actualité de l'intelligence artificielle, nous n'avons pas voulu manquer l'occasion, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice de la recherche, surtout pour l'Afrique, pour que nous ne soyons pas toujours à la traîne. Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce café philosophique. On est là ce soir, chers tous, pour parler d'un invité tout autre. Un invité qui s'invite partout sans frapper. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Elle écrit, elle dessine, elle diagnostique, elle conseille. Elle opère à une vitesse qui laisse à peine le temps de respirer, une vitesse vertigineuse. Mais la vraie question n'est pas ce que l'IA peut faire. La question philosophique derrière ce que nous allons faire ces 3 jours est celle de savoir ce que nous devenons en la faisant faire, l'IA. L'enjeu, le thème, philosophie et intelligence artificielle, enjeux et perspectives, défis enjeux, perspectives pour l'Afrique actuelle. Les enjeux, il y en a. Repenser l'humain à l'ère de la machine qui pense. La philosophie, nous avons dit, a toujours commencé par une surprise. Tiens, nous demandons-nous, est-ce que c'est vraiment comme ça? Avec l'IA, la surprise porte au moins sur 3 choses. Sur la pensée, sur la responsabilité, sur la liberté. Bref, l'intelligence artificielle ne remplace pas la philosophie, elle rend la philosophie plus urgente, sinon plus urgente. Et pourquoi l'Afrique ne peut et ne va jamais rester spectatrice devant justement ce que nous offre l'intelligence artificielle aujourd'hui? L'Afrique entre dans cette histoire avec des atouts et des enjeux qui lui sont propres. Un des enjeux, c'est de ne pas subir une importation de biais. La plupart des modèles de l'intelligence et surtout en anglais. Si on ne construit pas nos propres corpus, en Wolof, en Chouali, en Lingala, en Hausa, en Eton aussi, en français d'Abidjan, de Dakar ou de Kinshasa, l'IA parlera de nous sans nous comprendre, peut-être sans nous. Elle reproduira des stéréotypes, ignorera nos réalités. L'enjeu philosophique devient ici un enjeu de souveraineté culturelle et linguistique. Il y a un autre enjeu comme outil de résolution des problèmes concrets. L'Afrique n'a pas le luxe de faire de l'IA pour le gadget. On en a besoin pour l'agriculture de précision face au changement climatique, pour le diagnostic médical dans les zones de sang médecins, par exemple à l'est du Congo, avec aujourd'hui le virus d'Ebola qui revient à grands pas, pour l'éducation personnalisée, là où il manque des enseignants, pour la gestion des villes en croissance rapide. Ici, l'IA n'est pas une question de remplacer l'humain, mais d'étendre ses capacités là où les moyens manquent. Nos étudiants qui écrivent des micro-mémoires peuvent en témoigner. Même s'ils ont des moyens, c'est la rareté des moyens. Donc, ils vont le chercher. Redéfinir les projets, c'est un enjeu. La philosophie africaine nous rappelle que l'humain se définit par la relation Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. L'enjeu est de ne pas importer une vision de l'IA qui isole, qui automatise à l'excès, qui remplace le lien social. La perspective africaine peut orienter le débat mondial. Une IA
au service de la communauté, de la solidarité et du vivant. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Peut-être pas chemin possible. La fascination passive. On doit s'adapter. C'est le chemin le plus simple. Mais on devient sur le marché pas acteur. La méfiance défensive, on rejette par peur de perdre le contrôle. Mais le futur de débat, c'est laisser les autres décider pour nous. L'appropriation critique, et c'est là, justement, l'enjeu premier de l'Afrique pour la perspective. On étudie, on regarde concret, on se demande quel IA voulons-nous, pour quelle société, avec quelle valeur. C'est le chemin le plus exigeant, mais c'est le seul qui garde l'humain au centre. L'Afrique a une chance rare. Arriver dans le débat sur l'IA sans avoir déjà déconné toutes ces infrastructures mentales et techniques. Elle peut inventer des modèles hybrides, ancrés dans ses langues, ses philosophies, ses besoins. Ce soir, je ne vais pas vous donner, ce n'est pas moi, on ne nous donnera pas de réponses toutes faites. Le rôle d'un café philosophique, ce n'est pas de fermer la question, mais de l'ouvrir concrètement et correctement. Donc, je voudrais vous le dire, mes mots de bienvenue. En vous disant que si l'IA devient capable de penser comme nous, qu'est-ce qui nous oblige, nous, à penser mieux? Et pour l'Afrique, voulons-nous une intelligence artificielle ou une intelligence africaine qui utilise l'artificiel? Alors, c'est cela, je voudrais déclarer, en vous souhaitant encore une fois de plus la bienvenue, ouverte la 9e édition de notre traditionnel café philosophique. Je vous remercie. Merci au grand-père Dr. Guy Boulaga pour son discours de bienvenue. Le programme prévoit normalement un autre discours d'un des techniciens du projet, mais le discours peut-être viendra. Et je vais appeler le modérateur du jour. Le modérateur qui va orienter le débat, qui va présenter les membres. Mais avant tout, j'appelle l'étudiant Igor pour rejoindre la table du secrétariat, ainsi que, sous vos ovations, Dr. Madeleine Minkada. Sous vos ovations, s'il vous plaît, pour le secrétariat. Dr. Martine Minkada et l'étudiant Igor de la 2e année de philosophie vient vouloir rejoindre la table du secrétariat. Et je m'en vais, je ne sais pas, appeler le modérateur du jour sur vos ovations, Dr. Zoa Obama Sévérin. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Docteur, vous avez la parole. Bien, merci. Je ne présenterai pas. Nous aurons l'occasion de cette présentation très prochainement. Je voudrais simplement que nous rattrapions le temps perdu. Aussi, on voudrait si les personnes ci-dessus désignées ne venaient pas ici. Le professeur Nga Akira Alice, qui est peut-être là, vous êtes invité ici à la table. Merci beaucoup. Nous ne la présentons plus, elle a été plusieurs fois adjoint-maire, elle travaille avec les femmes, elle a été responsable du CESAN, des associations, elle a été partout et elle est professeure d'université. Elle a travaillé à l'UNECA. Merci, Madame
mais c'est aussi ma paroissienne, que je ne vois pas depuis certain temps. Bien, merci Madame. Donc, Madame Atebra, la voici, Alice N. parlera de l'intelligence artificielle et démocratisation de la puissance informatique. C'est un terme qui va certainement nous inviter à une réflexion pratique. Docteur Ibeyen Armand, Ibeyen Armand. Bien, le thème est déjà très alléchant, le thème sur lequel il va nous entretenir, c'est l'intelligence artificielle. Nous sommes dans la Grèce et nous revenons en Afrique. Merci pour tout ça d'être là vous-même. Les horaires. Puis, notre brave Véronique Noël. Repensez Aristote à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, nous devons avoir une personne bien informée des questions de technique et de technicité. Cette personne vient de Polytechnique. Il nous parlera des concepts et des enjeux de l'intelligence artificielle face à l'éthique. Il s'agit de Norbert, du professeur Norbert Dobson. Bien comme nous l'avons dit, il vient de Polytechnique et c'est là notre laboratoire des techniques modernes. C'est pour cela qu'on lui donnera en premier de la parole pour qu'il nous mette dans le bain. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quels sont les concepts clés sur lesquels on se base aujourd'hui et quels sont les enjeux? Je remercie les organisateurs qui m'ont associé à ce grand banquet. Je voudrais simplement leur dire ma reconnaissance parce que lorsque nous avons entendu parler de l'intelligence artificielle, c'était en 1971. J'étais en quatrième et un professeur qui débattait fraîchement d'Alsace, je vais quand même donner son nom, le révérend père Louis Goutte, il nous parlait de l'intelligence artificielle et des ordinateurs. Ceux qui connaissent la Kona, c'était un village. On avait encore les lampes tempêtes. Et à 18h, il faisait nuit, tout le monde était chez soi. Le professeur nous dit, en Europe, nous avons commencé un système de travail qui donnera raison aux rêves d'Aristote. Dans un livre d'Aristote, il se lamentait du sort des esclaves. Et il disait, je cite le texte du père Goutte, si les machines pouvaient être automatiques, le sort des esclaves changerait. Ce qui veut dire qu'en Occident, il y avait des esclaves, ils avaient un sort très pénible, que les machines, si elles existaient, étaient encore, je dirais, guidées par les hommes, parce qu'elles n'étaient pas automatiques. Eh bien, nous sommes là, bien des années après, et le pape Léon XIV va signer sa première encyclique sur cet enjeu de l'informatique, l'enjeu de l'intelligence artificielle. Cette encyclique sortira certainement le 25 mai. Nous sommes déjà, comme l'a dit le père recteur, immergés dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Sans plus attendre, nous donnons 15 minutes à chacun des panélistes. Nous voulons prier en premier le professeur Norbert
toutes de nous entretenir sur les concepts, les enjeux de l'intelligence artificielle et de l'éthique. Cher professeur, vous avez la parole. Merci. Je vais apporter une petite correction. Moi, je suis de la faculté des sciences, du département d'informatique de la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé, et non de Polytechnique. C'est vrai qu'on travaille régulièrement ensemble, mais je suis plutôt de la faculté des sciences. Donc moi, c'est Norbert Sorzé, je suis maître de conférence au département d'informatique. Et donc, je vais commencer par remercier les organisateurs qui, à travers un ami qui travaille à Polytechnique, qui est plutôt mathématicien, m'a parlé de psychologue et qui m'a dit qu'ils aimeraient que je vienne parler de l'intelligence artificielle, aspect technique. Au début, c'était difficile parce que le public n'est pas le public auquel je suis habitué. Je suis habitué à ce qui est comme mathématiques, sciences puis et autres. Et donc, au début, je lui ai dit qu'est-ce que je vais dire à ce genre pour qu'on peut faire quelque chose. Il m'a dit débrouille-toi donc. Donc, je me suis débrouillé et j'ai quelques éléments que je vais vous en parler. Donc, comme le père a dit, le mot intelligence artificielle a plutôt été prononcé pour la première fois en 1956 lors d'une conférence. Donc, c'était à Darwin que la conférence se tenait et eux, ils ont parlé de ce mot pour la première fois. Mais avant cela, il y a eu Turing qui a mis en place le principe qui consistait à dire que si vous prenez deux personnes et une machine, vous cachez la machine et la personne à la deuxième personne. Si la machine répond à la personne et que celui qui ne voit pas qui répond ne parvient plus à distinguer la réponse de la machine à la réponse d'un humain, alors vous avez une machine qui est en train de penser. Et donc ça, c'est ce que Turing avait dit, ce qu'on appelle le test de Turing, c'est le début de l'intelligence artificielle. Ça, c'était dans les années 40 et par là. Donc, comme il m'a annoncé, donc j'ai dit, je vais définir ce que on appelle l'intelligence artificielle. Et je vais parler des enjeux et un peu du côté éthique. Mais je parle plus aspect technique. Je ne suis pas trop habitué à la philosophie, donc vous allez m'excuser. Mais je ne parlerai pas des formules mathématiques, donc je vais vous épargner de cela. Je dirai ce que ça représente tout simplement. Donc pour nous, quand on fait des programmes d'intelligence artificielle, il s'agit tout simplement pour nous d'un ensemble de théories qui développent des programmes informatiques qui doivent simuler le comportement humain, qui doivent simuler le raisonnement humain. Donc quand je parle de simuler, il y a le raisonnement, l'apprentissage. Pour un homme, la perception, le langage, la créativité. Du moment où vous pouvez faire ce genre de programme et l'implémenter dans une machine, vous avez fait un programme d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on prend en entrée à ce programme pour avoir un autre programme qui doit simuler le comportement humain de l'homme? Alors, c'est la donnée. Donc, il faut avoir des données en entrée. Et pour revenir au discours du père quand il a envie de parler, nous avons des problèmes parce que les données qu'on utilise, ce sont les données qui sont collectées en Occident. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Et c'est l'intelligence artificielle actuelle est adaptée à eux puisque ce sont leurs données. Donc comme nous n'avons pas de données, on consomme pour eux. Donc c'est la donnée qu'on prend en entrée et collecter la donnée, c'est la partie la plus chère. Parce que mettre en place le programme d'intelligence artificielle, c'est passer pour quelqu'un qui s'y connaît, on programme et on lance sur des machines et on attend le résultat. Cela va nous permettre à catégoriser les formes d'intelligence artificielle suivant ce que cela permet de faire. Donc, on catégorise en quoi l'intelligence artificielle étroite, qui consiste à résoudre un problème bien précis. Par exemple, dans vos téléphones, quand vous prenez le téléphone pour faire la photo, vous voyez le cadre qui met sur les faces des personnes.
Là, c'est une intelligence artificielle qui détecte la face. Et donc, c'est une intelligence artificielle étroite parce que c'est conçu pour une seule chose. Donc, vous avez aussi ce que je veux dire, l'intelligence artificielle générale. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un peu le terrain de jeu des informaticiens aujourd'hui, où ils vont développer des applications qui essaient de faire un peu de tout avec les intelligences artificielles génératives, telles que ChatGPT, Gemini et autres. Donc là, c'est général parce qu'on essaie de faire un peu ce que l'on fait à l'intérieur. Donc on comprend un problème comme si c'était un homme et on essaie de raisonner comme si c'était un homme. Si vous lancez Gemini sur Google, vous allez voir en bas, il y a un raisonnement. Ça veut dire si vous voulez pousser ce qu'il génère à un niveau supérieur. Donc pour qu'il raisonne et qu'il réponde. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle généralisée. Et il y a la super intelligence artificielle. C'est ce que les uns et les autres craignent. C'est comme si ça va remplacer l'homme. C'est vrai qu'il y a des idées que les gens émergent avec ceux qui ont beaucoup d'argent, comme les GAFAM. Ce sont eux qui essaient de développer cela aujourd'hui en disant on peut remplacer l'homme partout. Et que l'intelligence artificielle va même commander l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle la super intelligence artificielle. Ce qui n'est pas encore. Donc, lorsqu'on revient alors en mathématiques et en informatique, c'est quoi une intelligence artificielle? C'est tout simplement un programme qui fait beaucoup de calculs de probabilité. Quand je parle de probabilité, et c'est pas, j'espère que ça ne gêne pas personne, ça dit, quand vous prenez ce qui est le plus utilisé, qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, tel que ChatGPT, ce que tout le monde utilise, qu'est-ce que vous faites? Vous posez un problème et il va essayer de générer les mots. Lorsqu'on observe les mots qu'on génère, comment ça se génère, c'est de dire, si je suis dans tel contexte, quel est le mot qui a la plus forte probabilité d'apparaître? Il va prendre ce mot-là et il va dire, si ce mot vient, quel est le prochain mot qui a la plus forte probabilité? Il va prendre et ainsi de suite. Et c'est un ensemble de calculs de probabilité qu'on se met à le faire. La probabilité est calculée sur des données collectées a priori. Quand on prend le ChatGPT a été entraîné au début avec les données de Wikipédia. Donc tous les textes qu'on a dans Wikipédia, lorsqu'on les analyse, on peut dire qu'après tel mot, on attend que tel autre mot arrive et ainsi de suite. Et donc c'est sur cette base-là que ChatGPT a été entraîné. Et quand je parle d'entraîner ici, il s'agit de la formation du modèle. Donc comment le modèle a été construit. C'est construit sur la base de ces données-là. Donc aussi, lorsqu'on regarde suivant les tâches concrètes, il y a ce qu'on appelle l'IA discriminative. C'est l'IA qui a toujours existé depuis les années 40. Qu'est-ce que j'entends par l'IA discriminative? C'est l'IA qui permet de choisir un label à associer à une donnée. Par exemple, quand vous avez le téléphone, vous pouvez filmer. Lorsqu'il enseigne votre face, il y a un rectangle sur la face. C'est pour dire ça, c'est une face humaine, donc le reste n'est pas la face humaine. Donc, ça discrimine cette partie-là par rapport aux autres. Ou bien quand on met à l'hôpital, une IA qui fait le diagnostic médical, il va dire, vous souffrez de telle pathologie. C'est une discrimination parce qu'il vous affecte cette pathologie-là par rapport aux autres. Et donc là, c'est une IA qui a toujours existé et qui a toujours été développée. Et après, nous avons l'IA générative qui a été popularisée avec ChatGPT dans les années 2023, lorsqu'ils ont mis sur le marché et que tout le monde pouvait l'utiliser sans problème. Et ça, tout le monde a commencé à parler de l'IA. La particularité de l'IA générative, c'est qu'elle a la possibilité de générer des nouvelles données. Contrairement à l'IA discriminative qui dit que c'est un A, c'est un B, c'est la part d'une personne ici. L'IA générative génère des nouvelles données. Quand je parle de générer des nouvelles données, lorsque vous dites où se trouve le campus de l'Institut supérieur de philosophie à Yaoundé, il va vous présenter l'Institut supérieur de philosophie comme les gens comme ceci, et ça se trouve à quel niveau, à quoi ils sont. Donc il vous génère un ensemble de textes que vous pouvez utiliser. Et on peut aller plus loin en écrivant tout un livre là-dessus. Donc ça, c'est la définition que j'ai prévue pour vous. Donc ce que je peux résumer pour la définition, ce sont les programmes mathématiques.
informatique qui implémente des formules mathématiques, qui calcule beaucoup de probabilités. Et sur la base des probabilités, on va vous proposer des éléments et ainsi de suite. Même l'IA discriminative, c'est toutes les probabilités qui sont derrière, par exemple. Ça, c'est plus probable d'être la face humaine, par exemple. Et l'IA générative, on va dire, c'est tel mot qui a la probabilité la plus élevée d'apparaître. Ensuite, c'est tel autre mot, ensuite, c'est tel autre mot, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre n'importe quel domaine. Même la vidéo, même les images, c'est toujours cette probabilité qu'on met devant. Et cette probabilité est calculée sur la base des données collectées. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas de données, alors vous n'aurez pas d'IA. Vous aurez l'IA qui vient d'ailleurs, puisque eux, ils ont la donnée. Et comme on dit, la donnée, c'est le carburant de l'IA. Vous n'avez pas de données, vous n'aurez pas d'IA. Donc, cela me permet d'arriver au niveau des enjeux pour nous. Donc, pour les enjeux, d'abord les opportunités. Parce que moi, je préfère regarder le verre à moitié plein et je vais regarder la partie après. Donc, pour les opportunités, je reviens sur le discours de l'ouverture et la partie de la santé. Ici, chez nous, si vous regardez la répartition des médecins par le nombre d'habitants, c'est trop faible. Peut-être c'est un médecin pour 10 000 personnes. Contrairement à l'Occident, où ils ont les IA, mais le taux est élevé. Donc, l'IA peut nous aider à faire un travail préliminaire pour éviter de remplacer l'homme. Un travail préliminaire en disant je détecte telle pathologie et le médecin devra tout simplement continuer. Donc, ça peut aider les médecins à aller plus vite. Ça peut nous aider aussi à faire la veille, c'est-à-dire à détecter les signaux qui vont nous permettre d'alarmer sur peut-être une épidémie qui arrive et on anticipe pour réduire cela. Et si vous avez suivi aussi récemment au Rwanda, ils faisaient l'IA intégré dans les drones pour livrer les médicaments dans les zones reculées. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir. Pour l'éducation, l'IA peut nous permettre de faire des suivis personnalisés. Vu que nous n'avons pas assez d'enseignants, on peut remplacer ces enseignants par une IA qui va suivre chaque apprenant de manière personnalisée, adapter l'exercice du livre sur cet apprenant, adapter le contenu pédagogique sur l'apprenant pour que lui puisse s'en sortir. En agriculture, l'agriculture de précision, nous sommes un pays basé essentiellement sur l'agriculture, donc l'IA peut aussi nous aider, ne serait-ce que dans la sélection des semences, dans la recommandation des cultures, dans la recommandation des fertilisateurs pour un sol, dans la recommandation des traitements. C'est-à-dire l'IA détecte la maladie et peut proposer un traitement à l'agriculteur pour que l'agriculteur puisse aussi utiliser. Et l'IA peut aussi nous aider à faire l'inclusion financière, c'est-à-dire l'inclusion financière dans les services publics. Quand vous regardez chez nous, à un moment, les banques étaient des luxes, ce n'était pas pour n'importe qui. La microfinance est devenue réglée un peu, mais il y a encore beaucoup qui ont eu des comptes où ils peuvent faire des mouvements financiers plutôt avec le mobile money. Or, l'IA peut nous aider à dire déjà, bon, vous êtes un banquier, même si vous ne savez pas lire, on peut traduire les documents de la banque et vous aider à comprendre ces documents afin que vous ayez aussi des comptes à la banque, que vous pouvez profiter de tous les services que la banque propose. Et si nous prenons n'importe quel domaine chez nous, on verra bien qu'on peut toujours trouver des applications que l'IA peut intégrer pour faciliter la tâche. Maintenant, côté défis, les défis que nous avons, j'ai parlé de la donnée. Nous n'avons pas la donnée. Et le fait que nous n'ayons pas la donnée, ça crée une fracture. Tous les IA que nous utilisons, grand public, sont les IA importés. Donc, cette fracture numérique fait que nous dépendons, côté IA, de tout ce qui vient de l'Occident. Donc, le premier défi que nous avons, c'est le défi de l'infrastructure. Pour former les bons modèles d'IA, il faut collecter la donnée et il faut l'infrastructure sous forme de data center, sous forme de GPU et de TPU pour entraîner les modèles. Ce sont les modèles que, lorsque vous lancez ces modèles,
Ces modèles peuvent prendre facilement 2 semaines sur une machine qui fait déjà des opérations par seconde. Et donc, nous n'avons pas ce genre d'infrastructure. Il y a aussi l'infrastructure énergétique. Si vous lancez un programme qui va durer pendant 2 semaines, et que dans notre contexte, alors ça peut se couper à tout moment. Et si ça se coupe, vous avez tout perdu. Et lorsqu'on regarde certains IA qui ont été entretenus pour certains grands, et on dit que le data center et les programmes qui tournent dans le data center consomment l'énergie d'un pays comme le Cameroun par an. C'est-à-dire toute l'énergie électrique que vous et moi, tous les Camerounais consomment, le data center consomme cette énergie-là. Et ça sont les défis que nous ne pouvons pas. Ce qui fait qu'il faut une IA adaptée à nous qui ne va pas demander autant. Donc il y a aussi d'autres enjeux de gouvernance et de souveraineté. La gouvernance ici pose un problème de c'est pour qui la donnée qu'on a collectée. Si vous avez collecté la donnée et que ça génère de l'argent, cet argent-là revient à qui? Il y a une IA qui nous exploite tous, c'est sur les opérateurs téléphoniques. Vous voyez les recommandations que nous recevons par SMS tout le temps. Et tapez tel code, vous payez tel montant et vous recevez le crédit comme ceci. Derrière, c'est une IA qui génère tout cela. Ça leur donne de l'argent et nous, sur qui on a collecté la donnée, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un problème de gouvernance. À qui appartient la donnée? Dans la souveraineté, la formation et l'éducation de la population. Donc, les petits malins utilisent l'IA pour générer pas mal de choses. Or, on peut former tout le monde pour que chacun puisse dire que ça c'est ce qui est généré, ça c'est ce qui est bien, et ainsi de suite, et on parvient à. Et il faut mettre en place des cadres réglementaires. Le cadre réglementaire, c'est que les pouvoirs publics doivent se saisir. Ils ont commencé, je crois qu'en novembre, au palais de congrès, on présentait la politique publique du Cameroun concernant l'IA avec le ministre de Poste et Télécom. Donc on commence par là et on met un cadre réglementaire pour éviter d'avoir des nuisances de temps en temps liées à l'IA. Maintenant, l'IA génère aussi, parce que là je parle déjà des problèmes, l'IA génère aussi beaucoup de problèmes éthiques. Le tout premier problème, j'ai parlé de ce qui est faux, des fake news. Ce sont des choses que l'IA génère et aujourd'hui, on peut vous générer une scène que si vous n'êtes pas un tout petit peu regardant, vous pouvez croire que c'est la réalité, alors que c'est quelque chose qui a été généré. Donc comment lutter contre ce genre de choses, ou bien quelle est la législation qu'on peut mettre en place pour dire si vous générez quelque chose comme ça, dites déjà à tout le monde que ça c'est quelque chose de généré et n'utilisez pas des personnes connues pour faire cette génération. Il y a des problèmes d'hallucination. L'hallucination en IA et en informatique est définie comme quelque chose que vous croyez que c'est vrai, mais lorsque vous essayez de comprendre, vous détectez immédiatement que ce n'est pas vrai. Je peux prendre un exemple. Si j'étais à l'IA, je veux la photo de l'équipe du Cameroun en 1950. Que je n'ai moi une photo qui illustre l'équipe du football du Cameroun en 1950. Si n'ont pas intégré un blocage, j'aurais une photo. Mais en 1950, le Cameroun n'existait pas comme un pays, donc il n'y avait pas d'équipe du Cameroun. Et ça, c'est une hallucination que les IA ont. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui paraît très vraisemblable, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, ce genre de choses, comment on fait? D'autres problèmes qu'on peut avoir dans le côté éthique, c'est l'alignement culturel. Comme le père a dit tout à l'heure, les IA que nous prenons sont liés à la culture de là où on a collecté la donnée. Donc si nous prenons et qu'on se met à l'utiliser, alors on est en train de s'aligner sur cette culture-là. C'est-à-dire, nous sommes en train d'abandonner les nôtres et on s'aligne à la culture occidentale parce que les données ont été collectées chez eux. Et ça, c'est un problème aussi que nous devons regarder. Il y a plein d'autres problèmes, par exemple les biais, les discriminations. Les discriminations, ici, c'est de dire, si vous prenez par exemple Amazon,
qui est un grand mégafemme, c'est lui qui expose, dit, je demande à l'IA de me permettre de voir un ensemble de CV. Et je lui demande de me proposer des profils que je vais recruter et constate que l'IA sélectionne des hommes. Elle abandonne les femmes. Donc les femmes ont été discriminées. Et là, c'est un problème aussi. Et comment on gère ce genre de choses dont il faut régler ce genre de problèmes de discrimination qui peuvent arriver. Les problèmes de biais qu'on peut avoir à l'intérieur et les responsabilités juridiques jusqu'au cadre juridique, la confidentialité et la vie privée. Si je demande à une IA, par exemple, comme tu travailles sur les données qui sont en l'hôpital, donne-moi la liste de tous ceux qui souffrent d'une pathologie MST. Ou même s'il ne me donne pas les noms, il me donne les adresses de tous les malades qui ont le sida, par exemple. Donc imaginez ce que ça fait dans les familles qu'on dévoile une telle information grand public due à une IA qui vient prendre des données privées et qu'on se retrouve dans la rue avec. Donc ce genre de problème aussi, ce sont les défis. Et les défis que tout le monde craint, c'est sur l'emploi. L'emploi, quel est l'impact de l'IA sur l'emploi? Moi, ma réponse est simple. Lorsque on a eu Internet, on a aussi pensé, lorsque c'était l'informatique, on a dit quel est l'impact sur l'emploi. Et les gens continuent toujours de travailler, d'être recrutés. L'IA pour moi, c'est un assistant. Il m'aide à aller plus vite. Donc, au côté travail, je dois aller plus vite en utilisant l'IA. Et donc, je ne sais pas déjà ok, merci. Et donc, concernant ce point que j'ai essayé d'énumérer, si je veux résumer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, l'IA, c'est un ensemble de calculs de probabilité, un ensemble de calculs mathématiques qu'on met en place à partir des données qui existent déjà. Il ne faut pas oublier, une donnée décrit une histoire. Donc quand je dis, si je prends la donnée qui retrace mon itinéraire aujourd'hui, dans l'histoire, j'étais dans cet institut. Donc c'est une donnée retrace une histoire. Et donc c'est cette histoire qu'on intègre. Et que les mathématiciens et les informaticiens vont prendre cette histoire et dire que dans l'histoire qu'on avait, on va extraire ce qu'on appelle les motifs. Donc on constate que lorsque ceci arrive, on peut facilement avoir ça. Et on aura un ensemble de calculs de probabilité comme cela. Et on va se baser dessus pour proposer des choses. Autre chose que je peux résumer dans mon propos, c'est la présence, j'ai parlé de la donnée, il nous faut collecter nos propres données. Et il faut que les politiques publiques s'y mettent, parce que la donnée, c'est la partie la plus chère. Si je dois collecter des données, par exemple, sur l'agriculture, sur la culture de tomates, il faut que j'aille dans tous les champs où il y a des tomates pour filmer. N'importe quel appareil ne sera pas approprié. Donc il faut que je filme, il faut que j'aille voir les agronomes, je dois les payer et je vais dire voici, c'est si je dois seulement faire quelque chose à la tradition du français à l'Europe d'euro, à l'étonne, je vais prendre par exemple un texte, il faut que je fouille dans les villages pour trouver quelqu'un qui se dit l'étonne pour l'Europe d'euro. Je vais lui présenter le texte pour qu'il me dise et que j'enregistre. Rien que cela, ça sera beaucoup d'argent parce que quand il va lire, je vais réécouter, est-ce qu'il a bien lu? S'il a mal lu, je vais dire, il faut qu'on reprenne. Donc c'est tellement chronophage et budgétivore cette partie-là. Maintenant, sur les impacts qu'on aura, j'ai parlé de l'alignement culturel. Pour que nous ne soyons pas forcés de nous aligner à la culture de l'autre, il faut collecter nos propres données. Et le Cameroun, notre pays, a beaucoup d'intelligence pour fabriquer nos propres IA. Ce qui manque, ce sont les moyens pour collecter la donnée. Si vous dites voici la donnée, voilà un texte, voici des textes en niveau de 2 gigas. Vous vous baladez dans toutes les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles où on fait l'informatique. Vous trouverez des étudiants, même pas des anciens, des étudiants qui sont capables de prendre et de vous fabriquer
un modèle de traduction. Parce qu'ils ont la connaissance pour le faire, mais comme il faut comprendre, ils ont plutôt testé en faisant traduire le français à l'anglais, ou bien le français au mandarin, ou bien à l'espagnol, parce qu'ils trouvent la donnée. Donc cette donnée qu'ils trouvent, ils exploitent parce qu'ils peuvent comprendre, ils ont fait. Donc si on leur dit, voici pour nous, ils peuvent aussi le faire. Et pour terminer mon propos, je vais encore remercier les organisateurs et je suis heureux d'être parmi vous. N'hésitez pas. Merci encore. Nous disons notre merci au professeur Norbert Sobze, qui, lui-même l'a dit, vient de la faculté des sciences et il nous a introduit dans ce grand moloch qu'est l'intelligence artificielle. Mais il nous a quand même doté de quelques outils, à savoir qu'il existe une IA étroite ou faible. À savoir, elle ne possède pas de conscience. Il y a une IA générale et encore théorique pour l'instant, une super intelligence artificielle qui se perçoit. Oui, c'est ce qu'on a maintenant, oui. La super intelligence artificielle est celle qui dépasserait les capacités cognitives de l'homme dans tous les domaines. Mais la chose sur laquelle il sera revenu, c'est la collecte des données. Les appareils actuels ont des données recueillies ailleurs. L'enjeu pour l'Afrique, c'est donc de rassembler ces données et on n'est pas déjà dépassé sur ce domaine. Par exemple, de la littérature orale ou moins locale, je parle de l'Eton, qui est continuum linguistique de Lewondo et de Goulou. Nous avons eu je dirais, les pirates, la syllabe de l'avance sur nous, ici au centre, sont arrivés ici avant les années 82. Et ils ont pris des données chez tous les peuples, sont installés là-bas, dans la forêt de Mfou. Et moi, j'étais étudiant à l'époque, en fac, et j'ai travaillé sur la littérature orale. Il n'y avait que eux pour d'abord la transcription politique internationale. Et ils ont collecté beaucoup de choses que certainement ils viendront nous enseigner ici dans les années 4000, 5000, pour parler du centre. Et puis au Cameroun, nous espérons simplement que le recensement actuel, le recensement en cours, voudrait commencer à se doter de données fiables pour le Cameroun. Nous remercions le professeur Norbert Sobze pour cette introduction qui s'achève sur une grande interrogation. Est-ce que nous allons tenir? Voilà toute la question. Pour le moins, est-ce que nous allons tenir? Il faut donc qu'on se répète. Merci. Merci, professeur, pour votre intervention. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Si nous pouvons encore acclamer le savoir qui est venu trouver sur place ici, en 2005. Les questions, vous allez les formuler, mais nous ne pouvons pas les recevoir maintenant. On va recevoir les questions à la fin. Sans plus attendre, nous passons la parole au professeur Nga Akeba, à la professeure Nga Akeba, sur l'intelligence artificielle et démocratisation de la puissance informatique. Merci de me donner la parole. Seigneur, docteur Joabama. Je vais commencer par m'acquitter d'un devoir de civilité pour remercier le conseil scientifique et aussi la hiérarchie de m'avoir associé à ce débat. Je remercie aussi
les panélistes qui vont nous accompagner, et surtout le premier intervenant qui m'a aidé en insistant sur certains aspects que j'aurais pu aussi introduire. Je me réjouis particulièrement d'être à vos côtés, Monseigneur, mon curé, même si je ne me vois pas. Si on ne se voit pas à l'église, on se voit ailleurs. J'ai 15 minutes, s'il vous plaît, je n'ai pas à beaucoup parler. Je me réjouis déjà que le grand paradoxe de l'intelligence artificielle, c'est que malgré la centration des spécialistes, qu'on ne désigne pas les GAFAM, tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. Tout le monde est concerné, tout le monde peut en parler. Et c'est pour ça que dans ma communication, j'ai insisté sur la démocratisation de cette puissance de l'informatique. Même au fin fond du village, pour répondre à la question si on va y arriver, oui, docteur, on va y arriver, d'autant plus que le gouvernement est impliqué dans la souveraineté numérique. Et dernièrement, je crois que c'est le ministère des Postes qui insiste sur au moins 3 aspects pour que cette technologie arrive jusqu'au fin fond des villages. Avant de prendre la parole, je vais présenter tout simplement que je suis souvent gênée par les philosophes, c'est tout. Certains, hein? Moi je suis philosophe des sciences et j'ai eu la chance d'avoir la formation du numérique éducatif à l'université, ce qui m'a montré les avantages et les bienfaits de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'au niveau des défis, je veux seulement dire que nous ne devons pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Embrassons-la, cherchons à s'en approprier. Le discours du philosophe ou du religieux n'est pas seulement moraliste pour montrer les méfaits et les dangers, les risques de l'intelligence artificielle. Et à ce niveau-là, intervenant au plan essentiellement de l'épistémologie, il n'y a pas qu'un discours éthique pour condamner l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je dépasse ce discours éthique dont la tête de proue est le professeur John Relais pour le présenter aujourd'hui un aspect cognitif épistémologique. Et je remercie le premier intervenant qui vous a montré déjà tous les aspects. Deuxième chose au niveau des enjeux, il est question pour nous, dans l'Afrique actuelle, j'ai vu l'Afrique actuelle. C'est quoi l'Afrique actuelle? C'est l'Afrique en retard du progrès scientifique et technologique. Et c'est aussi l'Afrique de l'ethnophilosophie, de la résurrection des traditions, des coutumes, que ne connaît pas le langage de l'intelligence artificielle, qui est un langage très pointu, très technique. Comment faire pour y arriver? Et je pense que c'est à cette invitation ou cet appel que je lance aujourd'hui pour que nous laissions de côté d'abord de juger les méfaits, les dangers, les risques et de s'approprier cet outil de travail. Et à ce niveau, je vais présenter un petit plan, je ne veux pas revenir, je vous présente ça comme ça, on va le lire. Et pour demander, par exemple, de Mollet, quand il met en avant le jugement, la condamnation morale, comment le peuple peut contrôler quelque chose qu'il ne connaît pas? C'est pour ça que je reviens à Towa pour dire que le grand enjeu est d'abord de s'approprier la puissance. Voilà. La première chose est donc que nous approprier, domestiquer cette technique, cet outil
nous l'avons déjà vu. Mais maintenant, il est question de l'intégrer au quotidien dans nos mœurs, dans nos habitudes, de rompre un peu avec nos croyances qui parfois nous éloignent de ces techniques ou de ces instruments. C'est pour ça qu'au niveau de mon plan, un petit résumé que vous avez certainement déjà lu et qui se préoccupe de ce défi. Quelle philosophie africaine contemporaine nous devons créer? C'est le grand défi aujourd'hui. Et cette philosophie africaine contemporaine doit être celle que l'intelligence artificielle mérite, pas nos philosophies qui sont ressuscitées des... Je ne parle pas des ethnophilosophes, mais je vois quand même qu'il y a une distance. Si nous nous maintenons dans la posture de ressusciter nos traditions, on sera de plus en plus éloigné de cette révolution philosophique. Et à ce niveau, on manquera l'impact que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire, parce que tous les discours des dirigeants, en commençant par le discours du président s'adressant aux jeunes, il nous demande de nous impliquer à cette technologie, à ces nouvelles technologies. Et une chose, donc, au-delà de cette problématique, il faut quitter quand même, je ne dis pas quitter, je pose une équation. Tout simplement qu'on doit d'abord connaître, chercher à connaître l'intelligence artificielle, ses techniques, ses concepts, ses méthodes, avant de chercher à contrôler. Mais on met en avant le contrôle en privilégiant les mauvais usages et certaines utilisations qui ne sont pas correctes, qui sont peut-être négatives, mais qui ne doivent pas nous empêcher de l'aimer. Moi, je l'aime. Et, ou alors de se priver de cet outil. À ce niveau, la méthodologie pour cette nouvelle philosophie fondée sur les progrès de la technoscience ne peut plus être la méthode dialectique. Il n'est pas question du pour le contre, non. La méthode, la nouvelle pour ce défi, pour cet aspect cognitif, épistémologique, c'est peut-être on va lire ce qu'on entend ici. Le concept n'est pas de moi, c'est Delga Mourant. Delga Mourant, qui le met dans ma main, je crois que le docteur Weyene reviendra encore, qui le met en main sur la métaphysique. Cette métaphysique qui nous empêche de nous abîmer. Et dans cette méthodologie, nécessairement, je devais aller avec le grand temps pour déjà vous montrer toutes les spéculations sur l'aide de l'intelligence artificielle qui nous font rater la volonté de puissance informatique. Et on réduit l'informatique aux réseaux sociaux à faire l'informatique générative et à dénigrer les autres. Et à ce niveau, j'insiste aussi sur l'incompréhension des artifices contre nature de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on se contente de la fascination et on manque d'essentiel. Et quand j'ai dépassé ces incompréhensions, bien évidemment, je parlais de la compréhension du machinisme artificiel que nous devons avoir de l'intelligence artificielle. Et j'aurais fini le premier point pour dissiper toutes les peurs et les craintes que nous avons, que nous éprouvons, que nous manifestons quand nous sommes devant l'intelligence artificielle. Ce qui me conduit maintenant aux enjeux qui est le premier enjeu, c'est la démocratisation du langage de l'intelligence artificielle. Et ce langage n'est plus le langage du computo, c'est le langage du cogito. On doit passer à notre langage, c'est le langage du cogito. Et nécessairement, dans le premier point de cette démocratisation, il faut établir
le divorce de génération des outils informatiques de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est de la génération X du cogito dont on parlait et qu'est-ce qui est de ce que nous appelons aujourd'hui la I-génération, c'est-à-dire la génération de l'Internet, qui est la génération du monde des zéros, à vivre désormais avec l'intelligence artificielle, à enseigner la perfection de l'intelligence artificielle. Les hommes qui ne veulent plus seulement être plus humains, qui veulent même devenir, se rapprocher de Dieu et devenir des divins, en se perfectionnant grâce à l'intelligence. Tout cela reste encore dans les projets. Les limites de l'intelligence naturelle deviennent réelles. L'intelligence artificielle vient perfectionner l'intelligence naturelle, qui présente des limites, des fragilités, des faiblesses. Et à ce niveau, nous sommes dans le régime de l'artificialisation de l'humain qui doit être augmenté, qui doit être amélioré. Il n'y a pas de mal à cela. Et bien évidemment, je vais plus terminer avec la nécessité d'une philosophie de l'IA qui est fondée sur les progrès de nos sciences. Et ces progrès de nos sciences, c'est ça le problème des Africains. Nous ne les avons pas. C'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui l'éducation aux vertus de l'intelligence artificielle dans la e-génération. Et quand j'ai présenté tout cela, je pense que je peux m'arrêter tout cela. Merci. Bien, nous remercions Madame la professeure Ngakiwa Alice qui nous a entraînés dans la démocratisation de l'IA. Comment démocratiser l'IA? Nous devons sortir des grandes peurs, des peurs de l'ethnophilosophie, des peurs de certains aspects religieux ou de la morale. Il nous faut exorciser les peurs du présent. Le grand paradoxe, cependant, reste devant nous. Comment cette machine que l'on voit, cette machine qui broie tout, et que personne ne maîtrise, comment va-t-elle être démocratique et démocratisée? Il y a donc là la grande interrogation d'un personnage de Cheikh Hamidou Kane dans son roman. Cette document s'appelait La Grande Royale. Ce qu'on a pris pour dire ce qu'on apprendra, il y a lieu de garder l'équilibre. Madame a terminé 3 minutes avant. Nous pouvons encore la féliciter et applaudir très fort parce que nous envoyons un texte écrit qui va bientôt paraître. Nous devons rompre avec nos croyances, nos inerties habituelles. Il faudrait qu'on passe du cogito ancien à nos inputo actuel. Alors nous serons dépassés des gaps moraux, nous serons une génération nouvelle qui doit être elle-même en cours de dépassement. Merci Madame pour toutes ces informations que vous nous donnez sur la démocratisation en cours de l'outil informatique et par conséquent de l'intelligence artificielle. Une fois de plus, nous allons soutenir cet enseignement par nos applaudissements en sachant que le texte écrit nous sera bientôt conclu.
Bien. Nous allons donc passer la parole au docteur Armand.